Cette semaine à l'émission, Jeannot Bourdage, conservateur au site historique national de Passepébiac, nous entretient sur la conférence Patrimoine bâti des compagnies Robin et Leboutillier Brothers, qu'il donnait lors des Journées de la culture le 25 septembre dernier. Il nous entretient aussi sur les projets de conservation des bâtiments du site pour les prochaines années. Bonjour tout le monde. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ce soir dans l'entrepôt Leboutillier, qui est un vrai bijou, dans le fond, de l'architecture des pêches, qui est un bâtiment absolument unique. Fait que c'était un peu l'occasion de la conférence de le revisiter, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu le voir. Jeannot Bourdage, conservateur du site historique national de Passepébiac. La conférence portait sur le patrimoine des compagnies Robin et Leboutillier Brothers, non seulement en Gaspésie, à Passepébiac, mais aussi dans l'ensemble du golfe du Saint-Laurent. J'ai commencé par faire l'historique des deux compagnies pour dresser l'évolution, en fait, du patrimoine bâti des compagnies à telle date, disons en 1785, on a 11 bâtiments, par exemple. En 1845, on est rendu à 44 pour atteindre 68 bâtiments des deux compagnies sur le banc de Passepébiac en 1870. Fait que je démarre en racontant l'histoire, mais en mettant en relation la construction de bâtiments ou leur destruction. En fait, dans ce cas-ci, pour le banc, on termine avec l'année 1964, qui est l'année du feu sur le banc, où 18 bâtiments de la compagnie Robin vont passer au feu pour arriver au nombre de 11 qu'on a aujourd'hui. Les 11 bâtiments qui sont classés par le gouvernement du Québec puis du Canada. Donc, les grandes dates, 1765, la fondation de la compagnie Robin à Jersey. Jersey étant le siège social, c'est à cet endroit-là que les actionnaires de l'entreprise sont situés. 1767, Charles Robin s'installe à Passepébiac après son voyage l'année précédente. Dans le fond, choisit le site en raison de la grande dimension de son parachoix, de la proximité aussi des Acadiens, dans le fond, de futurs clients, de futurs pêcheurs. On commence à faire du commerce dans la baie des Chaleurs. 1778, date très importante, en fait. Passepébiac subit l'attaque des corsaires américains à ce moment-là, et les quelques bâtiments qui avaient déjà été construits sont tout simplement incendiés par les corsaires. Donc, on repart à zéro. Charles Robin va s'en aller à Jersey. Et en 1783, après la fin de la guerre, après la fin de la guerre d'indépendance aux États-Unis, il revient et relance une nouvelle entreprise qui est dans la continuité de l'ancienne, qui s'appelait simplement la Charles Robin and Company, où il joue un rôle à la fois d'actionnaire, mais aussi de directeur général, étant généralement physiquement ici présent à Passepébiac. « 1791, date importante, c'est le début du chantier naval de la compagnie Robin, en fait, qui va devenir très, très important, qui va être même un des plus grands chantiers de l'Est du Canada. On va faire un navire transatlantique à chaque 2 ans, ce qui est extrêmement impressionnant. Dans le fond, la compagnie est en mesure de produire ses propres navires, de construire sa propre flotte et d'être, très, très indépendant. Dans le fond, il y a toute une question à l'époque où, dans le fond, 1791, on était à l'époque, il y a beaucoup des troubles en Europe, la Révolution française, fait qu'il y a tout un enjeu d'avoir des bateaux, d'avoir du bois. Fait que dans le fond, la compagnie veut être le plus autonome possible pour sécuriser, en fait, son commerce. L'entreprise va connaître une croissance vraiment remarquable. On va s'installer à Percé, puis un peu partout dans le golfe du Saint-Laurent, la compagnie va installer des postes de pêche, donc beaucoup en Gaspésie, que ce soit Gaspé ou l'Anse à Beaufils, même à Bonaventure. Fait qu'au bout de la ligne, la compagnie Robin et ensuite la compagnie Leboutillier Brothers qui va venir s'ajouter en 1838. 1870, on peut considérer ça un peu comme l'apogée, dans le fond, de la compagnie Robin, puis de manière générale, du monde des pêches là, en Gaspésie. À ce moment-là, les compagnies Robin et Leboutillier ont ensemble 68 bâtiments sur le banc. Puis ailleurs, à Passepébiac, il y a d'autres bâtiments. Là, on ne peut pas nécessairement toujours les dénombrer parce qu'ils n'apparaissent pas tous sur le plan.
mais on a 24 bâtiments juste en haut de la côte derrière à ce qu'on appelle la ferme Robin. On a les résidences des administrateurs, dans le fond, les maisons des Robins qu'on appelle avec les dépendances. Souvent, on a des hangars qui sont situés derrière les bâtiments. Il faut rappeler aussi qu'il y a existé une ferme Le Boutier à Passepébiac, dont on n'a pas encore réussi actuellement à déterminer la position. Elle est décrite dans certains témoignages de contemporains, mais on n'a pas de plan qui nous permette de dire exactement elle était située où. On a certaines hypothèses, ni combien de bâtiments il y avait à ce moment-là. Donc, au bout de la ligne, on peut, de manière assez conservatrice, parler de plus d'une centaine de bâtiments qui ont appartenu aux deux compagnies à Passepébiac en 1870. On peut dire que la ville, dans le fond, c'est les deux compagnies. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de bâtiments, c'est beaucoup d'activités. Les deux entreprises réunies vont constituer le plus gros réseau d'exportation de morues séchées de tout l'Est du Canada. En fait, la compagnie Robin est, à son époque, à sa grande époque, si on veut, au 19e siècle, la plus grande compagnie exportatrice de morues séchées de tout l'Est du Canada, puis la compagnie Le Boutier Brothers est la deuxième. Ce qui fait en sorte que Passepébiac, à ce moment-là, est le centre décisionnel d'un réseau d'établissements qui comprend 50 établissements à son maximum dans tout le golfe du Saint-Laurent. La compagnie Robin, au cours de son histoire, a eu 41 établissements éparpillés un petit peu partout dans le golfe du Saint-Laurent, surtout la Gaspésie, bien sûr, la Côte-Nord, mais aussi beaucoup la Nouvelle-Écosse. Beaucoup en lien aussi avec sa fusion avec Jones & Whitman, puis aussi à l'intégration de Philippe Robin et compagnie. Fait que dans le cas des Le Boutier, la Gaspésie, la Côte-Nord, mais aussi, ce qui est vraiment spécial, le détroit de Belle-Île, où il y aurait eu 3 établissements. Le plus connu, c'est celui de l'île aux Bois. Mais dans les autres sources, j'ai trouvé aussi des mentions, même du côté de Terre-Neuve, de ce côté-là. Dans le fond, on pêche à tous ces endroits-là, on fait de l'exportation, puis c'est grâce à ce réseau-là, en fait, qu'on crée une grande force économique pour exporter après ça sur les marchés étrangers, essentiellement l'Europe, les Antilles, puis le Brésil. Mais Passepébiac est réellement une plaque tournante importante, à la fois dans l'Est, mais aussi dans l'ensemble de l'Atlantique. En Gaspésie, il y a une concentration quand même assez importante de bâtiments qui demeurent, et jusqu'à présent, dans les 4 provinces des Maritimes où les compagnies ont été installées, c'est l'endroit où on en retrouve le plus. Il y a 2 sites qui se démarquent particulièrement. Le premier étant Passepébiac, bien sûr, parce que c'est le centre décisionnel, c'est le premier établissement de ces 2 entreprises-là. Puis c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de fonctions différentes. À Passepébiac, on a aussi un chantier naval, ce qui est très, très, très important. Fait qu'il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits dans l'optique de faire de la construction navale. Fait qu'à Passepébiac, on en a 11 sur le banc qui sont classés. Mais ailleurs dans la ville, ça c'est vraiment important, il reste encore beaucoup de bâtiments des compagnies, dont la ferme Robin, les maisons des administrateurs aussi qui sont situées le long de la 132. Fait qu'au bout de la ligne, on a un parc finalement patrimonial qui est d'environ une trentaine de bâtiments qui ont été en relation avec l'histoire de ces 2 entreprises-là. Le deuxième site en importance serait Percé et l'île Bonaventure, où les 2 compagnies aussi ont été présentes et où on a une quinzaine de bâtiments qui ont été conservés. Mais ensuite, on a des bâtiments qui restent quand même dans de nombreux villages en Gaspésie. On en a finalement pratiquement tout le long de la côte, mais souvent les grands ensembles ont disparu. Contrairement à Passepébiac et Percé, il y a eu beaucoup de destruction. Fait que souvent, à plusieurs endroits, il y a des restes, mais on va souvent avoir un seul bâtiment, par exemple. Au bout de la ligne, jusqu'à présent, j'ai recensé 75 bâtiments dans le golfe du Saint-Laurent qui ont appartenu aux 2 entreprises, puis la majorité d'entre eux, dans le fond, sont en Gaspésie aujourd'hui.
On a fait un chantier vraiment intéressant aussi dans les derniers mois au plan de la recherche. En fait, pour chacun des bâtiments, on a réalisé, pour chacun des bâtiments, on a créé des dossiers extrêmement complets. Dans le fond, on a fait une mise à jour de l'historique des bâtiments, dans le fond, à la lueur des nouvelles connaissances. Puis on en a quand même beaucoup. On a fait faire, par exemple, des expertises sur la peinture ancienne des bâtiments, puis on a découvert, ça a été fait des analyses qui ont été faites en laboratoire à Ottawa, on a découvert que la peinture d'origine de Passepébiac était faite à partir d'huile de foie de morue. C'est de la peinture à l'huile, mais d'huile de foie de morue. Les mélanges étaient carrément faits ici de manière artisanale à Passepébiac, puis c'est comme ça qu'on peignait les bâtiments en rouge. Fait que pour chacun des bâtiments, on a fait cet historique-là. J'ai fait aussi comme un inventaire un peu des détails architecturaux pour chacun des bâtiments. Les graffitis, les jambes de chien, le type de poutre, le type de charpente de toit, tous les détails architecturaux qui sont d'intérêt puis qui nous permettent justement de mettre en valeur la richesse de ces bâtiments-là. Puis on a terminé en faisant un dossier iconographique complet. En fait, toutes les photos qu'on pouvait trouver du bâtiment, on les a mis en annexe de ces rapports-là. Et quels sont les prochains défis pour le site historique national de Passepébiac? Bien, le gros chantier qu'on a amorcé dans les derniers mois, c'est extrêmement important. On est en train de faire des audits techniques pour les bâtiments. En fait, on a engagé une firme spécialisée en patrimoine bâti qui est chargée de faire des bilans de santé pour les 11 bâtiments du site. Ça fait que dans le fond, on va détecter les problèmes de conservation, puis aussi on va chiffrer les coûts qui vont être nécessaires pour les régler. Ça va être à moyen, à court, à moyen, puis à long terme. Puis ça va nous permettre ensuite d'aller en financement pour effectuer les réparations qui sont nécessaires sur les bâtiments. On est allé chercher de l'argent au niveau du ministère de la Culture puis du ministère de l'Économie, de l'Innovation pour la réalisation des audits. Puis ensuite, les audits vont nous permettre d'aller justement déposer pour du financement au ministère de la Culture, aussi à Patrimoine canadien, puis à d'autres bailleurs de fonds. Parce que dans le fond, c'est des travaux qui sont quand même coûteux, hein, on s'entend, c'est du patrimoine bâti. On est un site aussi qui est classé à la fois par le gouvernement du Québec puis du Canada. Donc, il y a des normes de conservation extrêmement importantes qu'il faut respecter, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre puis des techniques utilisées. Fait que c'est un peu ça notre grand chantier. On aimerait beaucoup, c'est ça, pouvoir faire les travaux parce que dans le fond, la dernière grande restauration date d'environ une vingtaine d'années. Il y a des choses vraiment phénoménales qui ont été faites à ce moment-là. Ça a été des grands travaux. Fait qu'on est un peu dans une certaine mise à jour de ce côté-là, de corriger certains problèmes qui sont apparus dans les derniers 20 ans. Et à quand on prévoit les prochains travaux? On aimerait beaucoup que ce soit pour le printemps prochain, mais on dépend beaucoup, dans le fond, des gouvernements à ce moment-là, puis il faut déposer les demandes. Mais la première étape est vraiment de réaliser les audits pour les 11 bâtiments, puis ensuite, on peut aller en financement. Mais après ça, à partir du moment où on dépose pour les demandes de financement, bien, on est un peu dans l'attente, fait qu'on ne peut pas nécessairement prédire à quel moment est-ce que le gouvernement va accepter ou non, c'est ça, de financer les travaux. Eh bien, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Pour plus d'informations sur le site historique national de Passepébiac, vous pouvez visiter le site web à sitepassepébiac.ca ou la page Facebook du site.